Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous 2 fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour ou découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. J'ai l'immense plaisir de recevoir dans ce nouvel épisode Jean-Philippe Tchoumi, un athlète au parcours impressionnant et une personnalité profonde et entière. Ancien peintre plâtrier, Jean-Philippe a découvert le trail à 34 ans et s'est rapidement imposé parmi les meilleurs ultra-trailers du monde. Nous allons revenir ensemble aujourd'hui sur sa 5e participation à la Diagonale des Fous, une course sur laquelle il a une nouvelle fois repoussé ses limites dans un duel intense avec Mathieu Blanchard. Cette édition 2024 a offert un scénario haletant que Jean-Philippe va nous faire vivre de l'intérieur. J'ai passé un moment génial avec lui, je suis convaincu que ça sera le cas pour vous aussi. Mais je ne vous en dis pas plus. Jean-Philippe va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique. Salut Jean-Philippe. Salut Guillaume. Je suis ravi d'échanger avec toi dans ce nouvel épisode de Course Épique. J'avais déjà eu l'immense plaisir, disons-le, d'échanger avec toi sur les marches du stade de la Redoute après ta Diag 2023. C'était il y a 460 jours. Précisément, je suis sûr que tu avais fait le décompte toi aussi de ton côté. Comment ça va sur une échelle de 1 à 10 ? Physiquement ou mentalement? Parce que c'est le début de l'année. Non, une petite note générale, un petit combo. Comment se sent Jean-Philippe ce matin dans sa vie ? 6. Ah, c'est peu. Il y a de la contrariété. Ouais. J'ai de nouveau un peu des problèmes avec mon dos, donc je suis de nouveau sous infiltration. Donc, début d'année, c'est assez compliqué à gérer, mais j'ai pu reprendre l'entraînement depuis une semaine. Donc, l'échelle commence à remonter en espérant que ça tienne. Ouais. D'accord. Bon, objectif, finir l'interview à 8 sur 10, ok ? Dans tous les cas, vu que je suis foncu comme je suis, ça sera 9. Ouais. Jean-Philippe, on va commencer avec notre question d'ouverture du podcast traditionnel. Je vais demander de te présenter. Je t'impose juste une contrainte à ce stade. On n'a pas le droit de parler de sport. On ne se lance pas dans le sport. Donc, qu'est-ce qu'on peut savoir de toi qui concerne tout sauf le sport ? Enfin, qu'est-ce que nos auditeurs doivent savoir ? Moi, j'ai ma petite idée sur la question, mais c'est pour nos auditeurs. Moi, Jean-Philippe Tchoumi, donc je suis un Suisse de 42 ans. J'habite à la montagne, dans une clairière, dans un petit chalet que je rénove depuis quelques années maintenant. Et je cours. On n'a pas le droit de parler de sport. Alors. J'ai rien entendu. Ouais. Donc, je suis marié depuis peu à une magnifique femme. J'ai quelques animaux et je tends de plus en plus à être heureux. C'est beau. On va avoir l'occasion d'en reparler. Comment tu te présenterais à quelqu'un qui évolue pas du tout dans le monde du trail ? Là, si tu arrivais à un dîner en une phrase, quelqu'un qui te demande « Et toi, qu'est-ce que tu fais ?» Là, on peut parler de sport. Tu dirais quoi en une phrase ? J'aime passer mes journées dans la nature, à dépenser l'énergie qui est en moi. Jean-Philippe, je voudrais qu'on revienne un petit peu dans le temps et parler de ta jeunesse. Tu l'as passé dehors avec ton frère, globalement. Tes grands moments et tes grands plaisirs de l'époque, c'était courir avec lui, faire du foot, faire du skate. Ton quotidien était fait quand même beaucoup, autant que tu t'en souviennes, de moments passés à l'extérieur autant que possible. Ouais, de la première partie jusqu'à l'âge de 12, 13 ans, comme ça, on a vraiment pu... j'habitais en dessous d'où je suis maintenant, dans une vie... la plus belle des vies, je pense, qu'on puisse offrir à un enfant. Et c'est vrai que même que descendre dans la petite ville qui était en dessous d'où j'habitais, j'en avais peur. Donc, c'est dire dans quelle bulle j'étais pendant ces premières années. Ouais, c'est des très beaux souvenirs. Même encore maintenant, à chaque fois qu'il y a le début du odeur des foins comme ça, je suis chaque fois replongé dans ces moments où je revenais de l'école en skate et tout. Donc, je pense que ça, c'est une des plus belles réussites que mes parents pu m'offrir. Ouais. Tu tenais pas en place, c'était ça ta personnalité, tu avais besoin d'être dehors et d'être dans l'exercice physique beaucoup déjà ? Bon, heureusement pour moi, j'analysais pas encore ça à cet âge-là. Donc, mais je pense que c'était ça. Donc, c'est vrai que l'environnement me permettait de pouvoir jouer à tout dehors et c'était merveilleux, ça. Comment tu te rêvais plus tard, là, à l'adolescence ? Qu'est-ce que tu projetais ou t'imaginais ? Est-ce que tu avais une perspective de vie idéale à laquelle que tu imaginais, que tu considérais à l'époque ? Je pense pas. Je crois que ça a toujours été quelque chose que étant assez polyvalent peut-être. Enfin, j'ai jamais eu de lignée comme ça
tracé, quoi. Jamais j'ai réussi à me projeter dans ce à quoi je tendais. Et voilà, maintenant, je pense que j'ai un petit peu trouvé, mais c'est quelque chose que je pourrais pas faire tout le temps, de nouveau. Donc, je suis de nouveau dans toujours chercher, quoi. Mais ouais, on a la chance, je pense une chance énorme ici de pouvoir tout faire si on est entreprenant et libre de pouvoir tout faire. Donc ça, voilà, à moi de faire, hein. Mais ça, c'est pas toujours évident de faire, hein. Est-ce que le Jean-Philippe de 15 ans, là, si je l'avais croisé et que j'avais projeté dans ce que tu es aujourd'hui, voilà, tu as créé des conditions pour réussir à vivre de ton sport. Est-ce que c'est quelque chose que tu aurais pu imaginer possible ou tu m'aurais pris pour un fou? Je pense pas que j'y pensais. J'étais dans des sports là, collectifs de foot. Après, j'en ai eu un petit peu marre de ces schémas, de ces systèmes-là. Donc, non, je pensais pas vivre de sport. Disons, je pense que j'ai toujours été assez au jour le jour. Donc, voilà, je me suis toujours un petit peu démerdé pour vivre avec ce que j'avais besoin sans vouloir, pas vraiment ambitieux, pas carriériste dans tous les cas. Donc, à ce moment-là, non. Je pense que je suis toujours un peu enfant en moi et puis j'aime jouer en fait. Après, on me dira que courir dehors, c'est pas du jeu. Mais pour moi, c'est quelque chose. Ça peut Ouais, l'être, ça. ça peut l'être si on s'entraîne avec plaisir, je pense. Dans ta vie un peu plus adulte, tu as une vie qui a été assez éloignée du sport. Là, c'était une vie qui était plutôt festive, c'est ça? On pourrait la caractériser comme ça? Festive à me chercher, ouais, à tâter un peu à gauche, à droite les excès pour se trouver et puis dépenser cette énergie certainement qui est en moi, ouais, ouais. Et donc, on n'a pas forcément les outils quand on est jeune. Et puis, vu que j'avais un petit peu la possibilité de tout faire, eh ben voilà, ben, on va un petit peu tâter à gauche, à droite, pas toujours dans les bons endroits, dans les bons lieux, mais je pense que ça m'a formé Ça et t'a construit ça aussi. m'a construit. Et puis que l'expérience de vie que j'ai maintenant à 42 ans m'aide dans ce sport, ouais, ouais. Et Jean-Philippe, tu as découvert la course à pied et le trail assez tardivement dans ta vie, en tout cas avec un niveau d'engagement important. Est-ce que tu peux nous parler plus spécifiquement d'une course qui a été fondatrice, je pense, le 60 km de Verbier-Saint-Bernard? C'était en 2016, donc c'était il y a 8 ans seulement. Tu l'as conclu à la 2e place. Est-ce que cette course-là, c'était un point de bascule? Tu avais quand même évidemment goûté à l'effort, à la rando, à des toutes premières courses, mais celle-là, est-ce qu'elle a été particulière? Est-ce qu'il y a une espèce de prise de conscience à ce moment-là? Oui, déjà, parce que bah, c'était l'année d'avant où je les avais vus passer, moi, sur le 115 de Verbier. Puis j'avais dit, oh, ça a l'air beau ce qu'ils font. Je suis inscrit au 60. Et puis c'est vrai qu'une fois que, bon, sans vraiment pratiquer, tu finis deuxième. Tu vois qu'il y a des courses plus longues. Et puis tu te dis, mais qu'est-ce que c'est ce sport? Donc oui, après, voilà, automatiquement, je pense que j'ai été directement mordu par ça. Et puis à en vouloir plus, ouais, en vouloir plus. Ça a été très naturel, je t'ai entendu sur le sujet, mais cet intérêt manifesté pour aller vers du plus long, c'est finalement de se dire que tout s'est bien passé cette fois-là, donc il n'y a pas vraiment de raison de ne pas essayer de continuer d'aller plus loin. Et puis j'ai l'impression qu'il y a ce côté aussi redécouvrir presque un nouveau sport à chaque fois, une nouvelle discipline, en tout cas voilà, aller piquer ta curiosité et te créer du challenge d'une façon un peu différente, ne serait-ce qu'en déplaçant le curseur de quelques kilomètres, aller explorer complètement d'autres territoires en soi ou sportivement. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça, de sortir de ma zone de confort. Après, je dis pas que c'est facile de faire un 100 miles, mais après, une fois que tu l'as fait, bon, bah, c'est d'aller de plus en plus vite, mais après, on bascule dans la performance. Est-ce que je me pose vraiment beaucoup de fois, est-ce que la performance m'amène quelque chose de bon? Il m'oblige à m'entraîner et puis à garder cette structure de vie, ça c'est certain, parce que il y a une finalité là au bout. Mais après, qu'est-ce qu'elle m'apporte vraiment? Je sais pas si c'est super positif. Et dans le milieu, des fois que je côtoie un petit peu ce que dans l'élite, ce qu'ils disent maintenant, un mot d'ailleurs que j'aime pas vraiment, mais euh, on ne parle que performance en fin de compte. Et puis voilà, enfin toujours ces grandes phrases bateau. Je préfère le chemin qui mène. Et ben ouais, mais c'est vrai, à part ça, c'est ce qui fait mon année. Heureusement qu'il y a les courses, mais c'est comment y arriver et puis comment construire ma vie de tous les jours, quoi. Ouais, c'est plutôt ça qui m'intéresse et qui me rend bien, qui me rend bien. Et c'est vrai que si je me projette sur du plus en plus long, c'est que bah, ça redonne un petit quelque chose qu'il faut que je remette en place pour l'année prochaine pour y arriver, quoi, tout simplement. C'est tout con, hein. C'est comme,
Si tu veux faire plus de pognon, eh ben, comment tu fais plus de pognon? Un petit peu. Sauf que moi, c'est des kilomètres. C'est ça, la différence. Est-ce que parfois tu réécris le scénario, Jean-Philippe, tu as une espèce de regret en disant et si j'avais commencé plus tôt, ou est-ce que ce que tu nous disais tout à l'heure, tout ça a finalement construit ton parcours un peu loin du trail, et puis le fait que peut-être tu l'as regardé aussi de loin et sans mettre un enjeu particulier à faire ta vie grâce à ça, finalement tu prends tout ça comme une chance et c'est déjà une opportunité incroyable d'avoir pu vivre à la mi-trentaine? Oui, puis c'est ma vie. Enfin, oui, bien, je pars retourner. C'est impossible. Enfin, c'est des questions qui, bien sûr que des fois, tu y penses, tu dis, ah, purée, j'aurais gagné, ou je ne sais, ou trop quoi. Après, je m'en serais peut-être lassé, tout simplement plus vite. Maintenant, je peux le pratiquer. Je pense que j'ai encore eu quelques jolies années devant moi si je regarde Pommeret. Donc, voilà. Il y a tout à faire, il y a tout à faire. Et puis, c'est aussi le challenge de se réinventer, parce que je pense que c'est sûr que maintenant, quand tu trouves un style de vie comme que je mène, et puis ce bien-être que j'ai, ça m'éveille quand même certaines questions de, hey, mon gars, prépare ta première retraite, disons. Donc, pour continuer à être bien avec moi-même, épanoui, à savoir gérer cette énergie. Donc voilà, ça c'est en dehors du sport et de l'ultra trail, comme ça, c'est extraordinaire comme question existentielle. Et j'y suis pas encore prêt parce que la joie étant un peu blessée, ouh là là, ça me sonne les alertes sont en rouge, quoi. Je veux dire, hé, mon gars, tu te retrouves comme ça, pas savoir quoi foutre, mais vraiment, parce que j'ai envie encore de courir. Donc, je suis pas encore dans un état où je prépare ça, mais j'y pense vraiment, grandement. Sans trouver, hein. C'est ça qui me fait peur, quoi. C'est ça qui me fait peur, c'est que ça va être difficile à trouver quelque chose d'aussi bien et d'aussi beau, hein, certainement. Jean-Philippe, est-ce que tu te souviens d'un moment où tu as pris conscience de tes capacités, tu as eu des premiers résultats qui ont été plus qu'encourageants? Est-ce qu'à un moment, tu as commencé à te dire, OK, il y a quand même peut-être une belle histoire à écrire? Enfin, est-ce que tu te souviens de ce moment-là où tu t'es dit, OK, peut-être ça vaut le coup que je m'investisse un peu plus, que je m'y engage encore plus, parce que ça pourrait porter ses fruits, que moi je m'y accomplis complètement? Ouais, oui et non, parce que c'est un petit peu, peut-être un peu naturel en moi, ça. Enfin, voilà, comme je dis souvent, ça me paraît pas incroyable ce qu'on fait. Il y a déjà beaucoup de gens qui l'ont fait. Il suffit un peu de s'investir et puis le corps humain, tout ça. Je pense qu'on a une capacité qu'on ignore. Donc voilà, je suis toujours après. Oui, maintenant, je fais en sorte parce que j'avoue, c'est vrai que j'aime quand même cette reconnaissance que ça amène. C'est quelque chose qui fait plaisir et puis le partage qu'on peut avoir parce que tu as fait des résultats. Voilà. Après, ça soulève d'autres questionnements, mais c'est sûr que j'y suis quand même sensible. Je vais pas cacher ça. Et puis, la phrase que j'aime bien, c'est que j'aime ce que je deviens en tant que sportif à ce niveau. Je préfère ça que d'autres manières d'être. Donc, je me donne encore les moyens de faire ça, ouais. Les moyens de faire ça. Après, je sais pas d'où ça vient. Comme hier, là, je faisais un entraînement à la montagne et c'était la tempête. Je me suis entraîné pendant 6 heures à faire des allers-retours à ski. Je me disais, mais c'est hallucinant. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Et puis, en fait, j'étais bien sur le moment, tout simplement, parce qu'au premier degré, ça, il y avait pas, les cours sont encore longs, loin dans l'année. Donc, c'est assez extraordinaire. C'est assez extraordinaire, ça. Et tu te poses encore la question quand tu reviens à la maison, parce qu'on se dit qu'on regrette jamais une sortie ou une... Voilà, est-ce que tu ressens tout le temps ça, cette satisfaction, quelles que soient les circonstances? Ouais, tellement. Enfin, tu te sens fois 10 en vie, là. Et puis, de toute façon, ma théorie, c'est toujours, il y a des moments durs, bien sûr, mais on les oublie tellement vite. C'est extraordinaire. Là, j'ai fait 8 montées, là où j'étais à la Foulie dans le Val Ferret, tempête. La dernière, il y avait le soleil. J'avais déjà oublié les 7 premières, quoi. Et t'en as fait 8 de plus. Non, là, il fallait que je remonte. Okay. Faut pas pousser. Tu l'as touché du doigt, et puis on avait aussi évoqué quand on avait échangé à la Diagonale des Fous, mais il y a un sujet, un rapport complexe à la compétition, à la performance, au plaisir, un peu comment tous ces curseurs se placent. Si on s'attache à la notion de performance, est-ce que toi tu la regardes comme une notion relative ou qui est en valeur absolue, qui se mesure par une position, un classement, un chrono? Est-ce que c'est ça le juge de paix, ou est-ce que la performance, selon toi, elle peut aussi se mesurer parce que tu as donné tout ce que tu pouvais ce jour-là avec tes armes du moment, et que ça en soi, ça reste une performance, et que tu peux être 13e ou 2e ou 1er, ça ne change pas tant que ça ta satisfaction et l'impression d'avoir réalisé une performance? Ouais, la performance, c'est compliqué quand t'es
souvent assez devant. Donc, forcément, tu vises chaque fois dans les premières places. Après, moi, la performance dans ce sport, et quand je regarde des gars que vraiment, pas que j'admire, mais que je respecte le plus, c'est ceux qui durent sur les années. Parce que pour moi, c'est ça la plus belle des performances, c'est de réussir à avoir cet équilibre de vie dans tous les différents domaines et qui fait que quand tu t'alignes sur une course, eh ben, tu es capable d'être devant et puis d'être mieux avec toi-même. Après, oui, maintenant, ça devient tellement fort que voilà, même si c'est les gars qui sont toujours là dans les 5, dans les 10, dans les 20, ben, c'est leur performance à eux. Mais c'est difficile bien sûr que c'est difficile de sortir d'être le premier parce qu'on relève que le premier, en fin de compte. Là, sur la dernière diagonale, on est quand même combien? 2500 personnes sur la même ligne de départ. Et puis, ils relèvent que les 3 premiers, mais juste parce qu'on va un peu plus vite. Et c'est vrai que des fois, ça m'interpelle un petit peu. Je dis, mais pourquoi toi, on te regarde, mais tout le monde le fait, quoi. Donc, voilà, là, on est vraiment dans la performance pure. Moi, ma performance, c'est de trouver les outils, là, maintenant, dans ce que je vis avec ces petits problèmes physiques voilà, pour recommencer, redémarrer et puis être plus fort que la douleur et puis ainsi de suite. Enfin, il y a à chaque fois des nouveaux schémas qui s'installent et puis c'est à trouver la manière de nouveau performer en fin de compte avec mes armes. C'est quoi le type de déception que tu peux ressentir? Est-ce que ça t'arrive? Est-ce qu'après une course, dans quel cas tu peux ressentir de la déception? C'est justement quand tu n'as pas donné ce que tu pouvais? Est-ce que c'est, je reviens à cette histoire de place, est-ce que c'est un sentiment que tu as parfois de revanche ou déception, ou est-ce que tu es assez philosophe sur la façon dont une course s'est passée, tu es déjà un peu dans la projection de celle d'après? Ouais, non, je pense que j'ai tout de suite je suis honnête avec moi-même, donc je connais tout de suite les causes. Donc après, je vais pas me voiler la face. Donc, du moment que tu connais les causes, à toi d'accepter. De toute façon, il y a pas moyen de se mentir. Enfin, à chaque fois, des fois, t'entends des certaines personnes qui partent dans des histoires et tout. Tu dis, attends, non, tu mens, là, c'est tu bluffes. Ouais, tu bluffes. Ouais, enfin, pourquoi ça non, se sois voit, honnête avec toi-même. Ouais. Tu bluffes, ouais. Honnête avec soi-même, on sait tout de suite les causes, donc c'est pas très difficile à surmonter. Voilà, si tu arrêtes une course, tu sais pourquoi tu l'as arrêtée. Après, il y a des fois où bon, ça peut être des problèmes physiques ou je ne sais trop quoi, mais après, tu peux remonter à pourquoi ils sont là. Donc, tout s'explique, à mon avis. Tout s'explique. Jean-Philippe, dis-moi si ma vision est juste, mais on voit chez toi évidemment ce côté coureur instinctif, coureur de cœur, mais je trouve qu'elle coexiste aussi avec une dimension très raisonnée. Tu parles souvent de bulles, de haut niveau de concentration, de rester vraiment dans sa course. Je trouve qu'elle coexiste avec cette dimension un peu artistique et fantasque qu'on trouve chez toi. Est-ce que tu as envie de garder toujours cette fougue et cet instinct, ou est-ce que tu as aussi un espèce de combat ou de velléité à un peu tempérer, parce que parfois ça peut te faire sortir d'une course ou perdre le fil ou autre, ou est-ce que tu as... voilà, comment est-ce que tu places toi-même ton propre curseur sur la part de raison et la part de cœur, en fait, dans tes courses et dans la compétition, justement, quand tu es au fight sur des courses relevées? Ouais, très, très, très bonne question, très bon relevé. C'est exactement mon gros combat et c'est pour ça que chaque année on peut progresser et je pense que j'ai une marge énorme de progrès. C'est que au début, mes premières courses à un certain niveau, c'était que par instinct et voilà. Tant mieux pour ma pomme. Eh ben, physiologiquement, je ne sais trop quoi, j'avais déjà un peu un niveau, ce qui me permettait d'être devant. Et maintenant, il est vrai que je me rends compte que je n'arrive plus par rapport au niveau des autres gars qui vraiment programment beaucoup de choses. L'instinct ne me suffit plus. Donc, c'est vrai que je découvre que tu peux mettre en place beaucoup de choses. Tout ce qui est plus ou moins prévisible sur une course, il faut que ça soit OK. Tu sais quoi faire, tu sais exactement programmer et tout. Et c'est vrai que ce combat, qui moi, comme tu me dis, je suis un peu peut-être un peu artiste dans l'âme. Je sais pas artiste, c'est pas le bon mot, mais olé olé. Ou des fois, je pars peut-être un peu comme que j'étais à l'école, quoi. J'arrivais pas à tenir en place. Donc sur une course, et des fois, je vois très bien à l'entraînement. Je rentre dans un rythme avec les bâtons. Je dis ouais, c'est exactement ça qu'il faut que tu fasses en course. Et puis au bout de 5 secondes, j'ai déjà oublié pour faire ça, quoi. Donc c'est là que je dis que oui, je fais un peu d'auto-hypnose. Il y aurait beaucoup de choses à mettre en place, mais est-ce que j'ai vraiment envie de ça? De nouveau, ça
ça me cadre. Et puis moi, je suis certainement un peu allergique au cadre et un petit peu à ces choses imposées. Donc voilà, je préfère garder un petit peu cet esprit-là. Mais des fois, la question se pose quand même, est-ce que je pourrais plus performer si j'étais un petit peu plus droit et structuré dans certaines choses? Donc voilà, c'est marge de progrès ou pas, à voir. Pour l'instant, ça fonctionne plus ou moins bien. Donc on verra pour 2026. Est-ce que tu es plutôt de nature à vouloir capitaliser sur tes forces ou essayer aussi de niveler avec peut-être les sphères dans lesquelles tu penses qu'il y a encore de l'optimisation et lesquelles tu verrais, par exemple, évidemment, on parle d'un coureur de très haut niveau avec toi, mais voilà, est-ce qu'il y a des zones, que ce soit de l'ordre mental ou physique, sur lesquelles tu t'attaches à bosser, ou est-ce que tu as plutôt envie de capitaliser sur ce que tu fais bien déjà et que ça te reste tes atouts majeurs, tes as dans la manche? Oui, moi, je mise quand même énormément sur mes entraînements de plaisir et je veux absolument garder ça. Après, oui, il y a des choses où je pourrais progresser, la course à pied, courir plus, mais à chaque fois, j'ai essayé de mettre en place l'année passée ça et ça m'a déséquilibré, je pense, parce que j'ai fait trop et puis après, on en fait de plus en plus. Donc, je pense que je vais continuer à faire, et c'est pas évident parce qu'après, plus on a un niveau, plus on va sur des courses de plus en plus relevées, donc on a l'impression qu'il faut faire de plus en plus. Il y a de moins en moins de repos. Voilà, moi, c'est cet équilibre qui me travaille. Enfin, je pense qu'il travaille beaucoup de coureurs, que rien que le repos, d'accepter de se reposer, de profiter de mon repos. Toutes ces choses, c'est compliqué. J'arrive très bien à le voir chez les autres, mais alors incroyablement. Ouais, c'est fou, hein. J'ai envie de dire à tous les gars, mais repose-toi, tu seras plus fort. Et puis, bah, moi, pas du tout, quoi. Donc là, il y a des gros travaux d'optimisation. Ça, c'est sûr. Après, je vais continuer à me réjouir, des sorties. Là, ce week-end, je pars avec ma femme à Engelberg, dans les Alpes bernoises, faire des sorties plaisir. Je me réjouis de ça. Et puis, de toute façon, je sais que ça va m'amener du bien d'être en altitude et en basse intensité. Donc, moi, j'hésite quand même à prendre l'élastique pour la tirer en haut. Hein. À voir si elle accepte cette fois. Quoi. Dis oui, Hélène. Voilà. Ouais, dis, ouais, s'il te plaît. Bon, c'est son anniversaire, j'ai rien à dire. Ouais, c'est celle qui choisit, là, pas le choix. Celle qui choisit, ouais. Jean-Philippe, tu vis ton sport, tu as réussi à créer ce cadre, on l'a dit, on ne te l'a pas donné, c'est toi qui as été le chercher. Tu exprimes beaucoup de bonheur quand je t'entends en parler, beaucoup de reconnaissance, de conscience sur la chance que tu as de vivre tout ça. C'est quoi aujourd'hui les briques essentielles de ton bonheur? Qu'est-ce qui est constitutif de ça? Qu'est-ce qu'il te faut dans la vie pour être heureux aujourd'hui? Bon, alors je vis, ouais, je suis quand même à 50% où je bosse un tout petit peu quand même encore à côté pour pouvoir finir les fins de mois. C'est vrai que je me donne les moyens de mener cette vie-là. Je suis pas attaché du tout à l'argent et au matériel, donc ça, je suis très à l'aise avec ça. Après, c'est vrai que depuis quelques temps maintenant, avec l'âge qui avance, je dis, ouh là là, en Suisse, les cotisations pour les retraites, je dis, il faudra commencer à y penser. Mais bon, pour l'instant, ça m'approche pas trop ça. Moi, ce qui me rend heureux, c'est de pouvoir programmer chaque jour d'être complètement autonome, de pas avoir d'ordre qui vient d'ailleurs. Disons, c'est vraiment moi qui mène ma vie. Et c'est de pouvoir m'entraîner la meilleure des manières et de pouvoir me dire, bon, semaine prochaine, je vais là, après, je vais visiter cet endroit-là, tout en pratiquant mon sport. Je pense que ça m'amène énormément. Et après, c'est d'avoir cet équilibre de vie que j'ai ici en pleine nature, dans une bulle. Une fois de plus, c'est une fameuse bulle où je suis vraiment extérieur à tout ce qui se passe, avec lequel j'ai quand même pas mal de peine à vivre, moi, en tant qu'être confronté à tous ces problèmes, que je comprends pas l'humain, en fait. Je sais pas que je ne crois pas à l'humain, ça c'est un autre problème, mais il y a beaucoup de choses. Je suis complètement pas dans mon milieu, beaucoup de fois. Donc c'est pour ça que je suis assez retiré et puis que j'aime, voilà, assez solitaire en nature où vraiment il y a beaucoup de fois où je dis oh là je suis bien. Donc si je me le dis, je me dis continue à faire ça, quoi, parce que ça m'apaise et puis je suis bien, je suis bien. Est-ce que là, dans le cadre de professionnalisation, même si elle n'est pas à 100% aujourd'hui, est-ce que ça a changé ton amour pour la discipline ou ta façon de l'apprécier? Est-ce que ça a
évolué ces dernières années ou est-ce qu'on aurait eu la même discussion là il y a 10 ans sur la façon dont tu vis ton sport? Oui, alors c'est agréable parce que c'est un sport où on s'entraîne souvent seul ou en nature et on n'est pas confronté à ce milieu-là. C'est vrai que dès que j'apparais, et que je côtoie et que j'entends le discours d'autres sportifs, que ça parle d'argent, que ça parle de tout ce qu'il faut faire, mettre en place et puis tout ce qui existe là autour, je me dis, oh là là, mais est-ce que tu aimes vraiment ça? Mais en fait, du moment que vite que je me retire de ça et puis que je pars m'entraîner, je suis pas confronté à ça. Après, si ça me permet, je prends pas position forcément parce que j'en profite, ça c'est sûr. Et après, j'ai la chance d'avoir un sponsor qui mise plutôt sur les résultats. Donc, ce qui aussi ne m'oblige pas à avoir 1 million de followers, ce que je n'aurai jamais parce que c'est pas mon truc. Mais donc voilà, je suis assez préservé de ce milieu et je suis pas tellement, je dois dire que je regarde pas trop. Moi, je suis pas sur les réseaux sociaux et tout parce que ça m'intéresse pas et je trouve que c'est plus négatif qu'autre chose pour moi. Donc, je suis très préservé par rapport à ça, ouais. Très préservé. Jean-Philippe, dernière question avant qu'on passe à notre rubrique du questionnaire de Proust. Je voulais qu'on parle de la notion d'égoïsme. C'est une notion que tu es amené à évoquer toi aussi de façon assez régulière. Est-ce que tu ressens souvent des conflits entre ton besoin de performance ou enfin, en tout cas en premier lieu d'accomplissement personnel par ta pratique ou l'envie de partager l'expérience avec d'autres, avec des coureurs, avec des proches, avec l'impact que ça a aussi autour de toi et les gens que ça embarque dans le projet? Est-ce qu'il y a une espèce de dissonance pour toi sur tout ça? Est-ce que c'est compliqué de dealer avec ce sport qui est par nature relativement égoïste et en même temps peut-être un appel du collectif et une envie de le partager plus largement? Ouais, c'est vrai. Je pense que c'est déjà une bonne chose que d'être conscient que c'est entre guillemets égoïste et puis qu'on vit vraiment pour sa pomme, pour quelque chose que franchement à quoi bon. Après, on fait pas de mal, ça c'est déjà très bien. Mais après, c'est vrai que de plus en plus l'envie de transmettre mon expérience dans ce domaine est en moi. Et c'est vrai que j'ai plus de plaisir quasiment à passer des stages comme ça où je partage avec des amateurs qui sont là vraiment que pour le plaisir et qui prennent sur leur temps de travail, qui mettent de l'argent. Que je vois les gens qui partent à la diagonale, c'est leur voyage de leur vie, hein. C'est extraordinaire. Et t'entends des récits comme ça, ça m'attire beaucoup de plus en plus. Après, voilà, dans des projections, est-ce que plus tard j'ai envie de rester dans ce milieu tout le temps sans plus performer? Est-ce que ça sera possible? Je ne sais pas trop. Mais je suis conscient que je mène une vie privilégiée, égoïste. Après l'égoïsme, hein, c'est mais c'est en plus, question, je pense que ça s'applique pas que aux élites. Je pense que c'est la nature un peu de la discipline qui implique de passer pas mal de temps dehors, des préparations qui sont lourdes à assumer aussi pour des entourages. Enfin voilà, c'est élite comme amateur, tu vois, la personne que tu décrives qui vient de vivre la diagonale comme la course de leur vie, je pense que c'est aussi, je sais pas si sacrifice c'est le bon terme, mais en tout cas, c'est pas neutre pour beaucoup de gens, quoi, au-delà de la personne qui court. Ouais, après sacrifice, ça m'a toujours étonné. Moi, quand j'entends des choix, sportifs, ouais, bien sûr. Ouais, vraiment. Enfin, c'est assez étonnant. On se donne les moyens. Concession, et puis, c'est le mot peut-être plus juste. Voilà, ouais. Compromis, concession. Et puis souvent, les gens, ceci dit, quand tu vois le sourire des gens sur des épreuves et le bien-être que ça mène, je pense que certainement qu'ils arrivent à le reproduire à la maison, j'espère. Donc, si c'est ce cas-là, ben, c'est gagné, quoi. Mais c'est sûr que des fois, quand je vois à l'hôtel les gars qui reviennent de la course, la gueule qui tire, et t'as les gamins avec la femme qui sont là, à pas oser dire quoi que ce soit tellement il est fatigué, je me dis, oh là là, est-ce que ça vaut la peine de faire ça, quoi, tu vois, donc, ouais. Mais ouais, c'est des bonnes questions. Ça. Jean-Philippe, place au questionnaire de Proust. J'ai 3 questions pour toi, d'ordre philosophique, c'est peut-être un peu excessif, mais en tout cas, pour aller te chercher sur un autre terrain. Première de ces questions, ta plus grande extravagance? Bah, pour te dire, vu que tu me les avais soumis un peu, que je puisse me préparer, j'ai été extravagant, mais c'est difficile comme mot en plus, hein. Parce que, ouais, c'était. Il faut le prendre positivement, hein. Ouais. Ah, d'accord, ok, parce que c'est souvent lié aux excès ou bien à l'argent. Non, je pense pas. Un truc un peu inattendu ou qu'on peut pas soupçonner, voilà, dans ta façon d'être. Insoupçonnable, d'accord, ouais.
Bon, vu que j'ai toujours mené une vie assez extravagante, je pense, hors limite, comme ça, parce que c'est vrai que les limites, moi, j'ai beaucoup de peine à qu'on me fixe des limites et on me dit c'est comme ça. Donc, j'ai aucun problème de prendre un sans issue ou bien pas prendre un stop ou toutes ces choses. Voilà, tu vois, ce que l'humain peut mettre en place. Donc, je m'amuse assez Tu flirtes ou tu dépasses les limites? Tu joues avec ou tu vas au-delà? Dans certaines occasions. Quelles sont les limites? Quelles sont les limites? Je pense que je les ai dépassées pas mal par le passé, mais c'est fou comment ça s'agit avec l'âge. Hein, donc, plus aucune extravagance pour moi. C'est la ligne droite. Dans le rang, monsieur Tchoumi. Dans le rang, voilà, exactement. Ouais. Deuxième question pour toi, le défaut que tu pardonnes le plus facilement aux autres? Alors ça, le défaut, chez bien des hommes masculins, hein, je parle bien masculin, je suis chaque fois épaté comme les mecs parlent d'eux. Ils parlent d'eux et sans poser aucune question autour d'eux, ils racontent leur petite personne et ça dure. Et il y a bien des fois où je suis là et je regarde et vraiment j'approuve, je souris. Dans ma tête, je dis, mais ce qui me casse les couilles, je suis là. Mais pour finir, je lui dis pas, je dis oui, puis je l'écoute. Donc après, je me dis, bon, c'est une bonne oreille, mais il y a bien des fois où j'aimerais dire, mais écoute, on s'en fout. Mais c'est souvent chez les hommes, hein. Et en plus ils vieillissent, plus ça devient, c'est du lourd, ça, c'est du lourd. Ouais, donc tu prends ça avec recul, avec légèreté, finalement, ça t'amuse. Voilà, ouais, exactement. Dans quel projet tu te lancerais, Jean-Philippe, si tu avais la certitude que tu ne pourrais pas échouer? Ouais, alors ça. Justement, vu que je me lance dans des projets parce que je suis pas sûr d'y arriver, c'est assez compliqué. Mais ça serait quoi? Ça serait un rêve ou une chose comme ça? C'est ça. Ouais. Trouver un vaccin, lancer un projet, une boîte, une course folle, aller sur Mars. Ah ouais, bah comme ça, je ferais de l'ombre à Elon Musk. Tu irais mettre le drapeau suisse plutôt que le drapeau américain. Ça serait très bien. Exactement. Ça lui ferait une petite pichenette, ça serait pas immérité. Non, c'est d'avoir un projet pour mon futur, voilà, ma prochaine carrière, trouver exactement ce qui me comble en étant sûr. De toute manière, si je me lance dedans, je pense que ça sera réfléchi, donc j'y arriverai. Donc voilà, c'est quelque chose une question qui est fort probable, enfin plausible, c'est ça. Merci beaucoup Jean-Philippe. On va commencer à se plonger dans ta Diagonale des Fous 2024. Je vais juste planter le décor de la course pour nos auditeurs avant ça. Donc c'était cette année la 32e édition. La Diag, c'est une des 5 courses qui est proposée dans le cadre du Grand Raid. Il y a des épreuves pour tous les niveaux. Donc il y a la Diag évidemment, il y a le Trail de Bourbon qui fait 100 km, la Mascareigne c'est 70 km et le Relais Zombrocal aussi qui fait 150 km. En 2024, le Grand Raid a introduit une nouvelle épreuve. Je ne sais pas si tu savais, j'imagine que oui, mais le Métis Trail. Une course de 50 km avec un dénivelé de 2500 mètres de D+. Donc, c'est une alternative plus accessible aux coureurs qui souhaitent découvrir les sentiers de la Réunion. Le parcours de la Diag, c'était version XL cette année. Là, vous aviez 175 km au compteur. Donc, c'est 7-8 km de plus que habituellement et 10 150 mètres de dénivelé positif. Voilà, on ne va pas vanter tous les mérites de la beauté de l'île. On les connaît. En tout cas, voilà, c'est une traversée du sud au nord qui est connue pour sa redoutable exigence et aussi sa grande beauté. Chez les hommes, ça joue habituellement entre 23 et 24 heures de course et la barrière horaire est fixée à 66 heures, soit pratiquement 3 jours de course pour les derniers qui sont accueillis. Ils sont célébrés quand même aussi à la Diag. On parlait des 3 premiers, c'est vrai que le dernier ou la dernière sont aussi des héros qui sont particulièrement mis en avant sur cette course. Vous étiez 2939 cette année au départ, vous étiez 2014 à l'arrivée, donc un taux d'abandon de 31%, un petit peu moins que d'habitude. Il y a un certain nombre de facteurs qui peuvent expliquer ça. C'est donc aujourd'hui, à travers ta voix, Jean-Philippe, qu'on va vivre cette Diag, une course qui est éminemment fascinante. Avant ça, dans Course Épique, il y a une rubrique qui s'appelle la question qui pique. Ça, c'est une petite question surprise qui est en lien avec notre échange du jour. Je suis parti d'un point de départ qui était la roue que tu as fait à la possession. Et donc, je vais te poser des questions sur les roues, figure-toi. On va parler gymnastique, Jean-Philippe. Volontiers. Je suis sûr que tu as un très, très bon niveau. Je suis sûr que tu mourrais d'envie de parler de gymnastique. C'est un vrai faux. J'ai 3 questions pour toi, ok? On se fout complètement que tu aies les bonnes réponses ou pas. Hein. Évidemment, il n'y a pas d'enjeu. La roue la plus lente jamais réalisée, donc c'était lors d'un événement de slow motion gym. Un athlète aurait mis 32 secondes pour compléter une seule roue, analysant chaque millimètre de son mouvement avec une extrême précision. C'est vrai ou faux, ça te 32 secondes pour faire une roue? Ouais.
C'est une invention, Jean-Philippe. Je t'ai fait une fourberie, c'est faux. Enfin, je crois pas que j'ai rien trouvé qui dise que ce soit possible, en tout cas. Deuxième question, on va se reprendre. Le record du plus grand nombre de roues consécutifs est détenu par Abhinandan Sadalge, un garçon de 9 ans qui est originaire d'Inde et qui a exécuté 1321 roues à la suite en 37 minutes. Ah, 1003. Ouais, allez, go. Un hindou, oui, ils sont vachement souples et tout. Ouais, oui, go. Ouais. C'est vrai. J'ai pas réussi à avoir le nombre de kilomètres ou de centaines de mètres que ça peut représenter, là, 1321 roues, mais je pense que c'est quand même un petit parcours, quand même. T'as quoi, 1 mètre à chaque fois, minimum? Ouais, j'aurais dit 1 mètre d'amplitude, tu fais 1,5 km, un truc du genre. Ouais. Oh, même plus qu'un mètre, ouais. Ouais. Bon, Il a dû faire ses 2-3 bornes alors de tout petit, 9 ans, donc. Un record, évidemment, très, très intelligent. Dernière question pour toi, Jean-Philippe. Donc, 1 sur 2. L'une des variantes connues de la roue s'appelle l'aerial cartwheel. Elle se réalise sans les mains. Possible ou pas possible, ça? Oui, souvent. Quoi. Mais oui, ouais. Absolument. C'est une variante acrobatique qui est bien connue des spécialistes dont tu fais partie. Bravo, Jean-Philippe. Tu t'en sors avec 2 sur 3. J'ai trouvé un Jean-Philippe en suspension. Hein. J'ai le doute pour la première question quand même. Parce que des fois, quand on les voit au cirque, ils développent tout l'autement, donc je pense que c'est peut-être possible. Ouais, t'as raison. M'entraîner. Bon, bravo pour cette question qui pique de haute voltige, en tout cas. Je suis très fier de toi. Tu m'as épaté, Jean-Philippe. On va se plonger dans ta diag maintenant. Merci de t'être prêté au jeu, en tout cas. Est-ce que tu te souviens de la toute première fois où on t'a parlé de la diag dans ta vie? Est-ce que tu as le souvenir de ce moment-là? Et puis, qu'est-ce que ça a pu évoquer en toi comme imaginaire? Diagonale, j'ai pas souvenir exactement, mais j'ai souvenir, quand on en a parlé, mais j'ai souvenir la première fois que j'ai commencé à me renseigner en me disant, oh là, il faudrait une fois que tu la fasses. Donc, voilà. Et j'ai retrouvé dans un bouquin que j'ai sur le travail du mental chez le sportif. Il y a un moment donné, au milieu du livre, où on doit remplir un petit questionnaire de projection. Et c'est marqué un des rêves sportifs que vous avez. Et j'avais mis first podium à la diagonale. Donc voilà. Pas mal. Triplement exaucé. Bravo. Ouais. Joli. Ouais, j'aurais dû mettre gagner la diagonale. Et puis voilà. Ben oui, c'est ça s'est joué là, je pense. Joué. À mon avis. Jean-Philippe, je voudrais qu'on revienne sur tes expériences précédentes à la Diag. Je vais juste te demander un souvenir principal ou une phrase pour la décrire. Donc, il y a eu 2018, 2019 qui n'ont pas été des années heureuses pour toi malheureusement. Et puis, il y a eu 2022 et 2023 qui l'ont été bien plus. Est-ce que si tu devais à chacune de ces Diag associer une idée clé, ça serait quoi? 2018, apprentissage. 2019, la plus grosse déception de ma carrière sportive. Vous êtes perdu en 2019. On s'est perdu, ouais. Et puis, 2000 après, je sais pas, j'ai dû zapper. 2022, deuxième. Ouais, 2022, frustration, peut-être. 23, chaleur. Et 24, bravo, Choumi. Ouais. C'est beau. Et t'as pas été au bout malheureusement de l'édition 2018, là, la toute première, mais ça a été quoi ton premier un peu rapport d'étonnement là sur la Diag, sur ce que tu as découvert? Est-ce que ça t'a paru encore plus intense, exigeant, encore plus beau que ce que tu imaginais là, entre ce que tu avais projeté de la Diag et au contact de la réalité? Est-ce que tu te souviens de tes toutes premières sensations sur les sentiers, même si tu n'as malheureusement pas pu aller au bout? Ouais, c'était bon là, 2018, la difficulté où je me suis retrouvé, sans le savoir, on s'est rendu compte qu'avec Germain Grangier, qui lui aussi c'était un de ses premiers, on était tout au fond à Roche-en-Creil, à être assis, on comprenait pas ce qui nous arrivait, quoi. Donc c'est merveilleux comme souvenir parce que aucune expérience sur du long. Moi, j'étais parti comme ça. C'est ma mère qui me ravitaillait, donc c'était vraiment une expérience unique, quoi. Mais c'est vrai que si j'étais déjà pas mal, hein, puisque je courais 5e, 6e place, comme ça. Donc voilà, j'ai bâché au Maïdo, c'était plus parce que frustration d'être pas premier, je pense que c'était ça, hein, concrètement. Après, j'ai mal au genou, Dieu sait ce que je suis raconté comme combien. Après, j'avais quand même un genou relativement ample, mais expérience magnifique. Et puis, c'était le début d'un apprentissage qui ne cesse de grandir, quoi, maintenant. 2018, très beau souvenir, ouais. Jean-Philippe, je voudrais qu'on revienne un tout petit peu en amont de ta Diag. La prépa, est-ce que c'est un moment en soi que tu aimes bien ou est-ce que c'est avant tout au service d'une course, la course étant elle-même là pour te structurer dans ton année, pour t'aider
à garder un cap et comprendre pourquoi tu te lèves chaque matin pour enfiler les baskets? Est-ce que pour toi, c'est une réjouissance ou ça n'est que l'indispensable pour espérer réussir ta course? Bon, la préparation, bah écoute, pour l'année passée 2024, c'était assez hallucinant vu que Très contrarié, oui. Très contrarié, ouais. J'ai pas. Donc j'ai eu cette hernie discale au début juin. Donc début juin. Après, pendant les premiers mois, j'ai pas su ce qui m'arrivait. Après, on y allait tous les avis m'étaient donnés. En Suisse, ils sont plutôt à faire un traitement longue durée. Et puis, je n'ai pas ici spécialement de médecin du sport. Donc, voilà. Et puis aussi, ils n'ont pas conscience que vraiment le sport est très important pour moi, le médecin chez qui je vais. C'est là que je me suis retourné vers mon ami Thibaut Garivier, qui est un trailer aussi et médecin radiologue, qui tout de suite m'a dit, mais écoute, je sais comment c'est important pour toi. Donc, il m'a fait venir, il m'a infiltré fin juillet. Donc, c'est vrai que tout le mois de juillet, c'était la marche, voilà. Et puis, août, j'ai pu recommencer à faire du vélo. J'ai fait beaucoup de VTT. Et puis, après, bah, j'ai pu recourir à partir de... Non, c'est pas vrai, je suis trompé d'un mois. Il m'a infiltré fin août et j'ai pu recommencer à courir en septembre. Et puis, juste avant de partir, début octobre, il m'a refait une deuxième infiltration pour que je puisse être sûr de pouvoir courir la diagonale. Donc, voilà. C'est là que je me rends compte que, ouais, la préparation, bien sûr que j'ai fait beaucoup de VTT, j'ai fait de la marche, de la dénivellation, mais tous les acquis, en fait, restent. C'est ce que je suis en train de me dire. Donc, en fait, pas besoin de s'entraîner. Il suffit d'aller. Ça règle le problème. Voilà. Le talent et l'expérience font la différence. Ouais. Voilà, ouais. Avoir envie, bien se ravitailler, manger bien du sucre, et puis c'est bon, tu vois. Ouais. Bon, bah, tous nos auditeurs, vous pouvez ranger vos plans et virer vos coachs. Il n'y a plus besoin. Complètement. Faites-vous confiance. C'est le conseil qu'on peut donner. Donc voilà, c'était un beau résultat par rapport à ça. Comment tu gères là justement malheureusement, tu n'as pas pu aller à Madère. Malheureusement, Lavaredo aussi a été... tu n'as pas pu te présenter sur la course. Qu'est-ce que tu as pu mettre en place comme ressources là psychologiquement? Tu as déporté une partie ensuite de ta prépa sur ta croisée, tu as été chercher d'autres sports. Mentalement, comment tu gères quand même cette longue période? L'année, elle a été quand même pénible, j'imagine, pour toi. Est-ce que tu arrives à tourner ça d'une certaine façon en opportunité? Ton résultat à la Diag l'atteste aussi, mais voilà, qu'est-ce que tu as pu activer pour finalement... t'aider à briser peut-être cette frustration et faire le dos rond en attendant que ça aille mieux? Ouais, l'acceptation. Hein. À un moment donné, tu t'acceptes et que la peine à réaliser que c'était quand même assez grave. Et petit à petit, ben, tu prends conscience de la chose. Après, tu te dis, bon, j'ai plus mal, c'est déjà énorme. Ça, c'est déjà énorme. Et après, ben, tu trouves voilà, c'est là que tu te rends compte que peut-être tu pourras plus faire ces courses-là. Donc après, la première chose, c'est que j'étais content de pouvoir continuer à aller balader en forêt. Donc tu reviens un petit peu aux fondamentaux. Et puis après, bah, j'ai beaucoup de chance d'avoir une femme très équilibrée, voilà, qui m'a soutenu vraiment. Après, je pense pas que voilà, j'ai quand même des ressources en moi pour trouver d'autres choses à faire, quoi. Mais j'avais quand même au fond de moi l'envie et puis la certitude que je pourrais courir la diagonale. Après que je disais ça à ma femme début septembre, je disais, écoute, viens pas cette année, moi j'y vais seul. Je peux te dire qu'elle me regardait avec des gros yeux, quoi, parce qu'elle m'avait pas vu courir pas depuis 6 mois. Elle me disait, mais qu'est-ce que tu vas foutre là-bas? Enfin, donc voilà. Mais c'est vrai que maintenant, vu que je suis de nouveau un petit peu dans ce cas-là, c'est dur d'accepter et puis de commencer à créer autre chose de ta vie, parce que c'est comme si tu faisais un peu un deuil, en fin de compte, comme si tu te dis que ça sera plus possible. Alors là, pour l'instant, non, moi, c'est reparti, je peux m'entraîner, donc je profite de ça et puis ça va le faire, quoi. Et je veux pas... Voilà, je pense que c'est nécessaire pour mon équilibre. Et puis, si vraiment le corps dit non, eh ben, je me réinventerai et puis j'accepterai. De toute façon, je vais pas ouais, pour vivre, hein. Enfin, je vais pas m'éteindre parce que je peux plus faire de l'ultra. Il y a tellement d'autres choses à faire. Il suffit de les trouver et de les faire. Tu nous l'as dit là à l'instant, c'était une année sans Hélène, cette fois-ci sur la Diagonale des Fous. Là, t'es arrivé, je crois, 3 semaines avant. Est-ce que ça change quelque chose dans tes dispositions psychologiques, là, de fait d'y aller sans elle?
Ouais, c'était assez étonnant de partir comme ça. Après, comme je dis, je suis quand même toute l'année seul à m'entraîner, entre guillemets, donc ça, j'appréhendais pas du tout. Après, j'avais pas la pression de course, en fin de compte, vu que je savais pas ce que ça allait donner. J'avais pas couru plus que 5 heures. Et je disais, bon, là, tu pars pour 20 heures. Donc, je suis rentré dans une espèce d'apaisement là-bas sur l'île. Et puis, le fait d'être arrivé avant, tu prends le rythme de l'île, quoi. C'est que j'avais pas boire des cocktails au bord de la plage tous les soirs, quoi, mais quasiment. Enfin, tu deviens comme les Réunionnais, quoi. À la cool, c'était, voilà, j'ai même oublié qu'il y avait cette course quasiment. Donc, c'était une belle expérience. Et puis de toute façon, maintenant, là, on peut s'appeler tous les jours. Enfin, au fait, tu restes connecté complètement. C'est pas comme si je devais lui écrire et elle recevait la lettre 3 semaines après, quoi. Je veux dire, c'était, Il y a quand même voilà. un message vocal que tu n'as pas eu pendant la course, je crois. Ouais, mais je pense pas que je voulais l'écouter, Si je me là. réfère Ouais. au film de One. Ah ouais, non. Quelle idée de vouloir me faire goûter, surtout. Ouais. Donc voilà, non. Qu'est-ce que tu aimes le plus, Jean-Philippe, au-delà de la course, là, quand tu vas là-bas, tu dis que tu t'acclimates, que tu as l'impression de vivre comme un Réunionnais une fois sur place. C'est toute cette ferveur, là, cette culture du trail, cette approche très spontanée, un peu moins cadrée que ce qu'on peut peut-être trouver dans un certain nombre de courses européennes. Il y a de ça, et puis il y a aussi de pouvoir, comme j'aime bien dire, oublier quasiment complètement le portable, et puis pas avoir de boîte aux lettres, pas de boîte mail, enfin tout ça. Enfin, j'avais fait plus jeune un voyage d'une année comme ça où la plus belle chose que je retrouve chaque fois, c'est que je pensais plus à la boîte aux lettres. Enfin, plus aucune contrainte, une liberté totale. Donc c'est ce que je retrouve là-bas, et en plus pouvoir aller sillonner, m'entraîner pour la finalité de la course, en sachant que souvent je fais bien là-bas. Donc ouais, non, c'est beau. C'est chaque fois très bien là-bas, très bien. Et puis j'aime revenir, quoi. Donc voilà, c'est bien de partir pour aimer revenir, quoi. On sait où te trouver fin octobre 2025. À voir. À voir, à confirmer. Jean-Philippe, est-ce qu'il y a, au regard de ta connaissance de la course et tes multiples expériences dessus, est-ce qu'il y a encore de la place pour le doute, aussi infime soit-il, sur une course comme celle-là? Alors là, l'année était particulière, on l'a compris, elle a été chahutée. Ou est-ce qu'à l'inverse, il peut y avoir une espèce de tendance à peut-être la sous-estimer, ou à une forme de banalisation parce que tu la connais dans tous ses recoins? Banalisation. Non, après, non. Je pense que à chaque fois, j'aurai le résultat existe de toute manière. De toute manière, donc tu auras un doute à qu'est-ce que tu peux faire là-bas. Après, si j'arrive à banaliser cette course, c'est bien. C'est bien. Ça veut dire que j'ai un taux d'expérience ou un niveau d'expérience et d'outils en moi qui fait que j'arrive vraiment. Après, il faut se méfier de ça quand même, hein, parce que c'est vrai que selon comment, il y a à chaque fois des aléas de course qui peuvent apparaître, puis tu dis en fait, j'avais pas prévu ça, et puis ce qui peut te gâcher un résultat. Mais après, non, mais c'est bien de pouvoir banaliser une course comme ça. Donc, non, tant mieux, ça serait une qualité, je pense. Ouais, comme tu dis que le plaisir revient très vite après la souffrance évidemment qui est inhérente à ce type de course redoutable. Très vite, toi, t'es repris par le plaisir, donc j'imagine que ça te met dans des bonnes dispositions pour appréhender l'édition d'après et y aller avec envie, tout simplement, plus ouais, qu'un autre sentiment de crainte. Je suis pas tellement d'accord avec ce mot, enfin, parce que c'est quelque chose qui est choisi, que je gère, voilà. Donc, pour moi, il n'y a pas vraiment de souffrance. Je pense pas. Après, quand je dis ça à certaines personnes, j'ai des fois peur qu'ils m'envoient une tarte, hein, parce qu'ils me regardent avec des yeux comme ça, mais c'est vrai que c'est quelque chose que, non. Peut-être que douleur, c'est le mot plus juste, tu vois, qui est plus un truc presque physique, tu vois, plus que souffrance, qui est une dimension psychologique. C'est vrai que tout le monde choisit d'être là, quoi. Ah, c'est un choix. Ouais. Tu peux arrêter, tu peux décider d'arrêter à n'importe quel moment. Et pareillement pour la douleur, hein. J'aime bien la phrase de la douleur, c'est l'idée qu'on s'en fait. Et ça, j'aime bien ça. Et souvent, je me dis, mais en fait, est-ce que t'as vraiment mal ou quoi? Donc voilà. Et d'un côté, des fois, c'est peut-être bien d'avoir une douleur parce que tu oublies tout le reste de la course, hein. Quand tu arrives et que tu es trop bien, des fois sur l'ultra, tu es obligé de te trouver quelque chose pour que ça aille pas bien, quoi. Non, mais c'est extraordinaire, quoi. Donc, c'est des outils. Ayez mal, ça ira plus facile.
Pas de plan d'entraînement, ayez mal. Ouais, surtout, Voilà. entraînez-vous pas, ayez mal, quoi. Ayez mal. Les deux seront liés probablement, d'ailleurs. D'ailleurs, je vais me lancer dans le coaching. Si vous voulez, Ouais, n'hésitez si vous pas. voulez, je vous donnerai l'adresse email de Jean-Philippe si vous voulez un coaching personnalisé pour être sûr d'avoir mal. On regarde évidemment tes performances sur la Diag ces dernières années. Est-ce que tu as le sentiment d'être attendu? Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque part une notion d'être envie d'être à la hauteur? Je t'ai entendu dire aussi que globalement, ton idée, qui est, je pense, très juste, c'est que la plupart des gens s'en foutent quand même un peu. Enfin, tu vois, c'est la pression, on se la met tout seul sur soi, mais finalement, les gens autour de toi, ils t'accompagneront dans la déception. Est-ce que toi, ça crée une forme quelconque de pression, d'avoir le sentiment d'être quand même attendu sur cette course sur laquelle tu as déjà brillé? Oui, après, il n'y a pas de raison que je ne fasse pas bien, à moins circonstances comme ça. Donc, je pars tout le temps dans cet objectif-là, quoi. Si je gère ma course et que j'avance, je sais que je grimpe vite les marches, je descends assez bien. Donc, de toute façon, je ferai un bon temps et je ferai le temps que je suis capable de faire ce jour-là. De toute façon, il y a pas, je vais pas de nouveau, hein, on retombe de ce qu'on disait avant. Moi, je vais être honnête avec moi-même. Je serai très bien, pourquoi j'ai fait ce temps-là ou pourquoi j'ai pas fait mieux et ainsi de suite. Donc, je pense que j'aime bien l'honnêteté et par rapport aux gens qui m'entourent, eux, mais ils s'en foutent aussi un peu, vraiment. Ils sont contents pour moi, mais après, puisque c'est vite oublié, eux, ils ont leur vie, hein, et puis ils ont leurs contraintes et tout, moi. Et Voilà. puis ils sont là pour toi dans la déception Ils comme sont là dans pour moi pour la satisfaction. Mais complètement. Puis en plus, dans la déception, bah, ils se croiront utiles, donc en fait, voilà, il faut que je les déçoive plus que je... Voilà. Jean-Philippe, tu me l'avais dit en 2023 avec beaucoup d'enthousiasme d'ailleurs que tu trouvais que ce sport devenait de plus en plus tactique. Tu me l'as redit un peu plus tôt dans le podcast. Est-ce que ça, c'est des choses que tu peux prendre en compte dans ta gestion anticipée, dans la façon dont tu imagines vivre la course et la gérer? Est-ce que c'est des paramètres que tu commences à inclure, à être très attentif, un peu qui t'a autour de toi? Quelles sont les principales menaces et atouts qu'il peut y avoir autour de toi? Est-ce que ça influence un peu la façon dont tu vas gérer ta course, ou est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui sont gérées dans l'instant? Ouais, de plus en plus, de plus en plus. Avant, c'est vrai que les mecs, maintenant, quand ils partent, ils vont au bout, hein, il y en aura forcément un qui ira au bout. Donc, je pense que c'est prendre le bon wagon, savoir si tu mènes ta course, enfin, courir en n'ayant pas peur, quoi. En fait, c'est de plus en plus ce que je suis en train de me dire, c'est qu'en fait, physiquement, maintenant, on est quand même pas mal entraîné. Tu peux partir vite et tenir, quoi. Après, il faut pas faire trop le con non plus. Enfin, quand tu vas sur l'UTMB, la plupart partent trop vite, mais ça, il y a une telle pression. Enfin, voilà, chaque course est différente. Là, cette année, c'est vrai que jusqu'à Sillaos, bah, j'étais pas en confiance. À un moment donné, je m'écarte un peu. C'est Mathieu Bendiman qui part. Moi, je préfère rester avec Grangier et Pala. Et après, la course, c'est ce qu'elle est, hein. Mais je dis, là, je me suis écarté parce que manque de confiance et tout. Enfin, j'avais pas couru depuis une année. Mais tu te dis, mais physiquement, qu'est-ce que ça aurait changé si je cours un peu plus vite, quoi, en fin de compte, parce qu'après, je marche. Donc, ouais, tactiquement, c'est prendre le bon wagon, regarder l'autre. Ça, il faut quand même se méfier parce que il y en a qui sont beaux pâles au bout de 20 bornes, mais c'est eux qui gagnent, quoi. Donc c'est tellement compliqué pour ça, ce sport. C'est vraiment très, très, très compliqué. Est-ce que vraiment il y a une tactique de course? Est-ce que je serais capable, au chemin des Anglais, tout d'un coup accélérer? Franchement, je doute. Mais c'est l'allure de départ, je pense que c'est les 80 premiers bornes qui peuvent faire beaucoup, quoi. Et puis maintenant, on est capable quand même d'aller vite sur les 80 bornes et aller jusqu'au bout. Donc, c'est tactique, je sais pas si vraiment il y a, mais maintenant, je me méfie plutôt des gars qui sont de plus en plus forts, quoi. Ouais. Jean-Philippe, juste pour préciser, l'assistance, c'est une mécanique un peu particulière, en tout cas, à laquelle toi, tu as fait appel, je pense, cette année, comme Hélène n'était pas là. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui était prévu avec Nazir, qu'on voit dans ton film, là, The One, qui était en charge de ton ravitaillement? L'idée, c'est d'appuyer sur des équipes locales, c'est ça? Alors, lui, moi, je participe beaucoup, j'ai l'aide de DAF, hein, pour qui m'a fait quasiment tous les ravitaillements dans ma FAT. Ça, c'est cet organisme de Fabrice Payet qui existe à la Diagonale, qui te
ouais, enfin, qui te ravitaille. Qui permet à chacun d'avoir une assistance à disposition, Voilà, que tu ouais. briefes avant, etc. Voilà, donc ça, ils sont très pros maintenant, donc ça, il n'y a rien à redire. Après, oui, bah, il y a Hélène qui, normalement, le reste de l'année, c'est elle qui me suit sur les courses, n'était pas là. Donc, vu que Nazir faisait ce film sur moi, on a profité qu'ils me suivent. Il y a eu un petit problème que vous verrez si vous regardez le film, où à un moment donné, ils n'ont pas réussi à être là. Donc ça, c'était assez compliqué à vivre, mais ça n'a pas engendré plus de problèmes que ça. Euh, Après, ben voilà, c'est assez simple. Et avec l'expérience, je sais plus ou moins ce que je veux sur le moment. Donc voilà, c'est plus voir sur la fin des visages familiers qu'on connaît. Enfin, ça, je sais que ça fait du bien, un positivisme. Là, vu que c'était un peu tendu, je dois dire, vu que ma réaction aussi était assez sévère à Ile Savannah, c'est vrai qu'il y avait un peu une certaine tension, mais on a réussi à sortir de ça. Et puis, et voilà. On le voit bien dans le film, effectivement, c'est un moment fort, mais on voit aussi, il y a le temps de l'apaisement qui arrive assez vite après. Mais bon, on va pas tout spoiler, je pense que ça vaut vraiment le coup d'aller voir le film pour vivre ta diagonale de manière générale, et puis ce moment-là aussi en particulier qui a été un moment assez marquant, je trouve. Jean-Philippe, on est le 17 octobre, il est 22h, tu es sur la ligne de départ. Comment est-ce que tu vis ce moment? Est-ce que c'est la place pour savourer? Tu arrives à profiter quand même de cette ligne de départ qui est très à part, je trouve, pour l'avoir vécu là à Saint-Pierre? Ouais, j'étais bien, c'était super agréable. J'ai eu Montiel qui est venu me poser une question. Enfin, on était là. Enfin, moi, je suis très très apaisé. Je me réjouissais que ça parte, mais j'ai des bons souvenirs, des bons souvenirs. Il faisait pas trop chaud. C'était un bon moment, ouais. Les pluies là qu'il y a eu les 48 heures précédentes, est-ce que toi ça a un impact quelconque sur la façon dont tu vas approcher la course? Ça crée de la complexité particulière ou c'est un non-sujet? Non, parce que tout le monde sera à la même enseigne. Je suis peut-être gouré un petit peu sur mes choix de basket sur la fin. Ça, ce que j'aurais jamais pu concevoir que c'était aussi boueux. Donc là, j'ai quand même perdu un peu. Mais voilà. Donc, voilà, de nouveau un apprentissage. Et puis, les baskets peuvent être vraiment importantes selon le modèle, selon l'état du terrain. Alors ça, c'était fou, ça. C'était fou, ouais. Après, non, la pluie, non, on se rendait pas compte, mais on était à Saint-Gilles, il fait chaque fois grand beau, là. Tu te rends pas compte qu'il roille à Sillaos. Est-ce que tu peux nous parler de ton début de course, là, Jean-Philippe? Comment se passent les premières dizaines de kilomètres? Et puis, à quel point toi, tu es attentif à tes sensations, là, sur le démarrage? À quel point tu prends en compte ça pour te dire que à quel point c'est interprétable, en tout cas, sur ton état de forme sur lequel il y avait un certain nombre d'interrogations? Ouais, première ligne droite jusqu'à tout le long de la mer. Là, ça part vite. Il y a cette ambiance. Donc, tu oublies que tu cours là. Donc, ça, c'est les premiers kills les plus faciles de la course. Ça part assez vite, mais là, ça allait cette année. Là, j'ai tout de suite regardé Grand Gépala, qui était pour moi mes deux adversaires les plus redoutables, vu l'année précédente que j'avais passée. On s'est retrouvé assez vite devant, comme chaque année, à courir assez bien jusqu'à Domaine Vidot. Il faisait pas trop chaud, beaucoup moins humide que 2023. Donc, premier début de course assez facile, assez facile. J'avais un œil sur Blanchard quand même. Je disais, ah, bah, il est quand même là, lui. Et puis, donc voilà, Domaine Vidot, les 14 premiers bornes, assez aisé, quoi, facile. Dans cette ambiance, de toute façon, t'oublies où t'es, quoi. En fin de compte, tu regardes. Moi, je tape de moins en moins dans les mains des gens parce que je dis, garde ton énergie, ça va être lent encore, mais à savourer, ouais. Comment est-ce que tu te sens là au moment de te lancer dans Mafate? On est un peu plus loin dans la course. Tu abordes à ce moment-là, tu l'abordes en deuxième place. Est-ce que les signaux sont toujours positifs? Tu es dans des dispositions mentales qui sont idéales, on va dire? Ouais, j'ai eu une nuit compliquée. J'ai eu des 4 premières heures vraiment avec des problèmes de digestion. Après, j'avais une paire de baskets que j'ai trop serrée, ce que j'avais jamais fait côté gauche. Donc, je suis arrivé à Sillaos vraiment emprunté avec un beau mal de pied. J'ai changé de paire de baskets, ce qui vraiment me préoccupait énormément, surtout la descente du bloc là, qui est assez conséquente. Donc, bon ravito à Sillaos. Je repars en deuxième place, je change de basket, plus aucune douleur.
Donc, je dis, oh, purée, ça va être beau, ça va être beau. Et là, ben, voilà, moi, j'adore cette montée du Taibit où tu te retrouves tout en bas à Rivière-Rouge, là, je pense, et tu recommences à monter. Il y a ce petit ravito avant le départ du sentier. Ah, c'est chaque fois des bonnes sensations de rentrer. Ouais, j'adore. C'est monter ce Taibit et puis après, tu bascules sur Marla. Et puis là, eh ben, je C'est le moment où voyais. tu fais la jonction avec Mathieu, justement, Voilà, qui était lui, en tête. je le reprends exactement dans les mètres du taille-beat, quoi, du taille-beat. Donc beau, ouais. Tu te dis quoi à ce moment-là? C'est une surprise? Ça a une influence sur ce que tu envisages pour la suite de ta course, ou c'est un fait de course et il reste de toute façon beaucoup trop de kilomètres pour en conclure quoi que ce soit? Non, j'ai bien géré la montée. Je me suis dit, parce que l'année précédente, je savais que Pala il fallait que je revienne sur lui. Il avait quand même bien plus d'avance sur moi que Mathieu là. Donc je me suis dit, crame-toi pas sur cette montée. J'étais vraiment bien. Franchement, j'ai fait une belle montée. Après, je reprends Mathieu. C'était un petit peu naturel parce que je savais qu'il avait 3, 4, 5 minutes ou 6 minutes à Sillaos. Voilà, je reprends ça dans la montée. Non, content de le voir, content de le voir. Enfin, dans le sens, je dis, ah ben, voilà, ça va commencer à se jouer là, quoi, à se jouer là. Et Après, c'est une situation qui vous va bien à tous les deux, là, le fait d'être à deux ensemble aussi sur une partie de ce parcours où il est un peu trop tôt pour essayer de peut-être d'appuyer sur l'accélérateur ou de partager ces quelques kilomètres, c'est des moments qui sont aussi plaisants pour toi? bon, lui, à peine je l'ai repris au col du Taibit, donc il a fait la bascule et il en a vraiment envoyé. Lui. Alors, il est reparti descente technique et après, il y a tout ce bout de plat avant de remonter à Fourches, la col de Fourches, le mètre 2, un des deux, je sais plus lequel on a fait. Donc voilà, là, il a repris quand même des mètres et j'ai refait la jonction dans les montées. Et en fin de compte, maintenant avec un peu de recul, tactiquement, est-ce que lui me laissait pas un petit peu de revenir et il rebasculait plus rapide? Voilà, alors on jouait un peu à ça. Moi, dans les montées, je savais que je revenais, donc j'en mettais un petit peu plus. Donc voilà, c'était assez génial. Et après, on a fait toute la descente, toute cette très longue descente, cette partie jusqu'à tout en bas de Mafat, quoi. Donc c'était bien parce on envoyait bien. Je crois qu'on courait bien là. On l'imagine évidemment que c'est psychologiquement, ça joue beaucoup. Il y a plein de petits signaux. Je pense, voilà, j'allais te poser la question du ravito d'horaire où tu repars juste avant Mathieu, même si on parle de quelques secondes. Est-ce que tout ça, ou le moment où il y a une partie d'intox sur des faux plats ou autre, où l'un prend les devants, se fait reprendre, etc. Est-ce que tout ça, c'est quand même, ça fait travailler le cerveau, ça peut réveiller une espèce de petit sentiment de révolte, ou est-ce qu'il y a beaucoup de philosophie et puis on prend ça tel que c'est et on met pas plus d'enjeux que ça, ou il y a quand même un truc qui psychologiquement est un peu éreintant, je sais pas si c'est le terme, mais en tout cas il y a un truc qui se joue là psychologiquement à chaque fois dans plein de petits moments. Oui, c'est énorme parce que là, on a encore physiquement où je trouve que c'était assez patent, c'est qu'on en avait encore vraiment sous le pied parce qu'on jouait l'un contre l'autre. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. La longue descente, moi, j'ai pris les devants, j'en envoyais un peu. Après, il y a eu le début de la montée sur il y a des orangers. Là, je lui ai mis quelques mètres. Je me dis, oh, c'est beau, il pète. Et puis, je repars, comme tu dis avant, au ravito. Je me retourne, il n'est pas encore parti. Je dis, ah là là. Et je me sautais vraiment bien. Et 3 minutes après, je me retourne, il est là dans mes pattes, quoi. Et tu dis, oh putain. Donc, bien sûr, bien sûr. Et après, à la passerelle d'Oussy, où lui, tous les faux plats montants, il les court, il les court. Moi, je dis, non, non, mais là, il y a 2000 mètres de montée. La course est encore longue. Lève un peu le pied, enfin, reste dans ton rythme. Et c'est là, en fait, qu'il part. Et je le reprendrai jamais. Donc, bien sûr que on est que de 24 heures du cours, c'est long, hein. Donc, on a le temps de réfléchir, de poser et d'analyser. Et puis, mais il faut faire attention parce que des fois, c'est que de l'imaginaire. Et puis, on sait comme l'imaginaire est imaginaire, hein. Il faut faire gaffe parce que avec la fatigue, il y a des interprétations, mais ça n'a rien à voir. Après, je suis sûr que c'était Blanchard, ça, c'est sûr. À quel moment tu te dis que la première place est plus jouable? Est-ce qu'il y a une acceptation? Est-ce que c'est un moment fort aussi, ça, dans une course, d'accepter, de se dire qu'en fait, là, c'est figé et que l'enjeu, il se joue peut-être plus derrière? Ouais, tu exactement. le dis, je ne sais plus si je l'ai lu, mais le moment où tu comprends, je crois, c'est quand tu poses la question sur la place de Ben Diman, en fait, où tu commences à regarder pour la première fois plutôt derrière que devant. Exactement. C'est exactement ça. Là, j'arrive à Ille Savannah, il est à 6 minutes. Et je me dis, bon,
Cette année, tu vas aucun regret. On traverse la rivière des Galets et on refait cette montée avant de basculer sur Cala. Et là, je me dis, allez. Et j'ai tout couru. Et là, j'en ai mis. J'arrive à la bifurcation et on me donne le temps de passage. Il était à 6 minutes. Je dis, mais c'est pas possible, quoi. Il sera imprenable. Et après, on rentre dans Cala et là, c'est de nouveaux techniques et tout. Et c'est à ce moment-là, je demande à mon cameraman, il dit, tu peux te renseigner, il est où Bendiman? Et c'est là que je pense que voilà, comme tu viens de le dire, je me suis retourné derrière. Bon, est-ce que j'assure? Il est où? Est-ce que je vais avoir une deuxième place? Plus qu'à reprendre Mathieu qui était trop fort. Il avait fait ce trou de 6 minutes et puis après, impossible à reprendre. Peut-être c'est faux, mais voilà, c'était comme ça sur le moment. Ça devient une autre course là en soi, un moment où tu pivotes ton objectif et où le sujet c'est plus la gagne. Est-ce qu'en soi c'est complètement autre chose, la façon dont tu le gères? Bah après, c'est la descente sur la possession. Là, on me dit que Ben est à 30 minutes. Donc, je dis, ouais, c'est sûr que tu fais 2. Enfin, moyen, voilà, enfin, c'est quasi sûr. Donc, il y a un apaisement parce que tu dis, bon, bah voilà, je peux pas gagner. Voilà, j'aurais tout fait. La course, elle n'était pas pour moi cette année. Puis là, tu dis, oh, mais c'est trop beau parce que je vais sûrement faire 2. Donc, voilà, moi, il y a quelque chose où je dis, ah, bah, je rentre dans un état il y a une pression un peu qui s'enlève et puis après c'est pour ça que j'arrive à la possession dans cette espèce d'euphorie en me disant oh tu vas refaire un podium 2 c'est magnifique tu auras fait une belle course donc voilà il y a un allègement en soi après il faut quand même finir parce que c'est quand même pas il en reste c'est pas gratuit la fin ouais c'est pas gratuit il en reste un cadeau. peu non il en reste un peu mais c'est assez cool à vivre ces moments-là et puis c'est pour ça qu'à partir de là je commence un peu à profiter des gens et c'est cool. Après, voilà, peut-être, est-ce que c'est juste de faire comme ça? Mais voilà, une fois que la tête me dit, bon, on va gérer pour faire 2, c'est compliqué de me dire. Les gens qui me disent, il est juste là, vas-y, attaque dans le sentier des Anglais. Je vais leur dire, ouais, bah non, ouais, maintenant, je finis tranquille. Il y a eu un fait d'armes que je pense beaucoup de nos auditeurs ont pu voir qui a été Tarou à la possession au kilomètre 150. Donc, j'ai regardé, les juges coréens ont mis 8,5 sur 10 à Tarou. Les juges slovènes ont été plus sévères, ils ont mis 8. Moi, je trouve que ça méritait quand même mieux. Ça se décide à la seconde. T'es dans l'instant, t'as ce truc-là, ça te prend, t'as envie de faire ça de façon très spontanée? Ouais, alors c'est irréfléchi. Là, à ce moment-là, j'oublie que je cours sous hernie discale, quoi, quand même, parce que ça serait con que je me claque, là, mais non, c'est cette euphorie qu'il y a, la possession des cris à l'Itsumi, voilà, c'est un bon moment, et puis, voilà, à refaire. Bah, tu peux t'attaquer au record, hein. Il en faut 1320 de plus. Ouais, franchement, il y a peut-être un petit défi là. C'est peut-être ça ton avenir, Jean-Philippe. Si l'ultra trail, ça doit s'arrêter dans quelques années, c'est peut-être dans la gymnastique. Le cirque, ouais. Jean-Philippe, tu conclus donc cette diagonale des fous à la 2e place en 24h08. Mathieu l'a emporté en 23h25. Extrêmement impressionnant sur cette édition. Bravo à lui. Et puis Bendiman, donc qui boucle ce podium. Chez les femmes, Manon Board, très belle victoire aussi. C'était sa première participation devant Marilyn Nakache et Pauline Gardel. Le sentiment qui prime, je pense que tu nous l'as un peu exprimé, c'est ce que tu as ressenti déjà dès la possession. C'est quand même cette satisfaction. Est-ce qu'il y a un côté aussi, c'est pas mal pour un mec blessé, sur toutes les incertitudes qu'il y avait sur 2024, ça a aussi de la valeur de réussir à sortir une course pareille? Ouais, j'y ai cru, et puis j'ai bien fait les choses, et puis voilà, une belle réussite, un voyage complet. Ça sauve ma saison quand même, hein, parce que c'est vrai que j'ai annoncé à mon sponsor que je courrais pas l'UTMB, qui est maintenant quand même une course où il faut être présent. Après, voilà, c'est là que je me suis rendu compte et je savais pas que ça me tenait quand même, que j'étais quand même lié par les sponsors, parce que c'est quand même grâce à ça que je peux tourner, vivre et faire ce que j'aime. Donc après finir sur cette bonne note, quand même, ça montre que je suis quand même toujours là, quoi. Je suis pas encore enterré. Et puis surtout qu'il n'y a pas besoin de s'entraîner, donc c'est-à-dire que je peux profiter de la vie, prendre un dossard et puis cartonner, quoi. Donc tout simplement, c'est pas compliqué l'ultra trail. Bah oui. Et sur le scénario de course, là, toi, t'aimes ces duels à couteau tiré. Pour toi, c'est le scénario rêvé quand même, qui est cette émulation et à un moment ce fight entre des coureurs, ou est-ce que tu n'es pas contre une course un peu plus tranquille avec un peu plus de quiétude,
tout seul devant, ça te va bien aussi? Ah bah tout seul devant, ça peut être agréable, ça c'est sûr. Parce que après tu rentres dans quelque chose où la course est différente. Après là, je pense que le spectacle, enfin, ce qui était cool, c'est que beaucoup de gens m'ont dit, oh c'était extraordinaire à vous suivre, il y avait ce fight et tout. Donc non, tant mieux, il faut qu'il y ait du sport. Après que tu partes à 1 heure d'avance, enfin, voilà, c'est un petit peu, c'est trop facile. Enfin, en tout cas pour les gens, quoi. Après c'est agréable à vivre, à courir comme ça quand tu sais déjà que tu gagneras certainement. Mais non, là c'est bon, là, c'est bon, c'est du beau sport. Et puis, il y avait un respect mutuel comme ça. Et puis, lui, sportivement extraordinaire. Moi, je trouve incroyable. Ouais, quand il part au fond, là, la passerelle d'Oussy, ouais, magnifique. Remarquable. Après, j'en suis pas loin, donc tu me dis magnifique toi aussi. Donc, c'est cool, ça. C'est que du positif, ça. C'est une course très difficile, tu le dis à chaque fois. Là, le plaisir revient au bout de combien de temps? À partir de combien de temps tu poses un regard en disant ah, c'était bien, j'ai aimé, je me suis amusé. Oui, tu mets un peu sous cloche là toutes les difficultés. On parle de quelques minutes, quelques heures, quelques jours? En quelques minutes, hein. Moi, je trouve qu'à peine passé la ligne, puis après, ben, il y a des questions, il y a le contrôle antidopage qui est ça, ben, il faut prévoir que il faut pisser. Donc, selon comment, il faut pas pisser avant la ligne d'arrivée, ça peut être long, mais sinon, non, il y a tout de suite, tu oublies tout. Tu es content, t'es arrivé, la satisfaction, c'est bien, il y a un apaisement, non, c'est instantané, je pense que c'est instantané. On apprend toujours d'une course, Jean-Philippe. Toi, tu as donc pas mal de diag au compteur. Qu'est-ce qu'elle t'a apporté d'autre là dans ton bagage, dans tes connaissances? Il y a eu quoi de différent cette année comme apprentissage? La sérénité d'avant-course, de me dire que garde cette énergie à la place de partir dans l'imaginaire, faire je ne sais trop combien de scénarios, ça peut être comme ça ou comme ça, comme ça. T'en sais rien, donc tout de suite tirer le rideau, garder cette énergie, profiter le plus possible de ces moments-là qui sont privilégiés. Et surtout des moments moi que j'adore en fin de compte parce que le temps est beaucoup plus compté. Comme tu sais qu'il y a cette échéance que tu redoutes quand même, mais moi, les 3 derniers petits déjeuners, j'en profite. Tu diras plus qu'encore 42 heures là, et t'es là, tu profites des moments. Donc ça, c'est génial. C'est génial parce que le reste du temps, il file en fin de compte. Ça, il m'en rend compte de plus en plus. Et, et après, ouais, garder cette énergie vraiment qui est primordiale sur 24 heures de course, quoi. Donc, sérénité. Ouais. Sérénité, c'est beau. S'il en restait qu'un dans ta boîte à souvenirs, tu mettrais quelle image, quel moment de cette Diagonale des Fous? Si je t'en parle dans 10 ans, qu'est-ce qui va se raviver comme souvenir tout de suite? Ah là, tout de suite, moi, ce qui m'apparaît, moi, c'était fou, c'était cette dernière montée au Colorado, où dans la forêt, c'était il y avait des gens à droite et à gauche qui glissaient en revenant, c'est celui du Zambroca-Trail, je crois, comme ça. Je sais, mais, ouais, non, mais là, t'es obligé d'aller au bout parce que, voilà, c'était même pas que j'étais fatigué, mais t'avances comme ça et je glissais aussi comme ça. Tu te dis, mais c'est extraordinaire. Et là, je disais, non, mais il y aura bien une fin. Ça va se terminer une fois, quoi. Donc ça c'est une image qui était extraordinaire avec ces gens-là, dont c'est le bout. Tu te dis, mais, ouais, non, génial, ça. Il y a un film donc, dont on a parlé brièvement qui s'appelle The One, que j'ai eu le plaisir de voir dans le cadre du festival Le Trail fait son cinéma, qui était produit par Nazir, que je salue ici. Quel regard tu portes dessus? Est-ce que ça t'amène à apporter un regard différent sur ta course en fait? Est-ce que tu te vois? Est-ce que tu découvres certaines choses de toi, certains états, ce que la course peut provoquer sur toi? Est-ce que tu t'es découvert autrement finalement aussi par ce film? Est-ce qu'on vit la course de l'intérieur de la même façon que là, cette projection tierce sur toi? Ouais, je me souvenais pas du tout exactement comme. J'étais assez étonné je perds mon sang-froid quand même. J'avoue, après, c'était pas évident sur le film de ce que j'ai, voilà, par rapport à cet épisode où le ravitaillement a été manqué. Je pensais pas que j'avais autant perdu mon sang-froid. Donc, un peu cet étonnement-là. Après, il m'a pas coûté trop d'énergie, je pense. Après, de se voir évoluer, non, bah, je trouve que je suis assez à la cool. C'est fidèle à ce que tu ressens, toi. Ouais, c'est assez proche. Après, voilà, moi, j'avais pas demandé spécialement qu'on fasse un film sur moi.
Donc, c'est vrai qu'après te voir, qu'il y ait tout un film, nanani, nanana, bon, bah, ça sera un bon souvenir à montrer à mes enfants, quoi. Donc, voilà. Il est très réussi. Bah, tant mieux, merci. Et puis, bravo au travail des deux gaillards, là, qui m'ont suivi, Absolument, qui étaient bien discrets aussi, surtout. Ça, puis on a pu partager. Donc, une bonne expérience. Ouais, une bonne expérience. Et puis, tant mieux si on faisait un micro-trottoir, là, au sortir de la salle de ciné, qu'est-ce que tu aimerais qu'on te dise du film? Qu'est-ce que tu aimerais que les gens ressentent en le voyant? Je vais acheter des Tectonix 3. À 139 € avec le code Choumi 2025. Moins 30%. Non, j'avais peur que ça soit trop ciblé comme ça au début, mais en fait, ça ressort pas trop. Micro-trottoir, qui me disent... Sur un mot, l'effet que tu voudrais que ça produise chez les gens. Ah, bah, il est cool ce mec, quoi. Voilà. On se dit ça. C'est gentil. Yeah. Jean-Philippe, on close ce chapitre La Diagonale des Fous. Merci d'être revenu dessus. Là, tu nous l'as dit, il y a des petits bobos là qui te contrarient. Est-ce que tu as déjà une vue sur ton année? À quel point tu as des certitudes sur ce dont tu as envie, ce qui pourrait être planifié ou ce qu'il est déjà sur 2025? Ouais, alors je suis inscrit là à l'UTMB. Donc ça, c'est un objectif cette année. Certainement Snowdonia, retourner... Le retour, ouais. Ouais, ou peut-être faire la longue de Snowdonia. Et puis le 90 du Mont Blanc en fin juin, ou bien peut-être à Verbier, comme ça. Voilà, je suis en train de... Ça s'échafaude. Ça s'échafaude, mais UTMB où j'ai envie d'être présent cette année. Et puis peut-être retourner à la Diagonale. La première course quand? Tu as une idée? Ça pourrait être quoi, Mars? Ta première course, ça va être quand dans le calendrier? La toute première, même si c'est les plus petites, des intermédiaires? Ça sera mai, je pense, parce que vu mon dos comme ça, si je veux recourir, enfin voilà, ça sera plutôt mai. Et puis peut-être plus tard, peut-être aussi faire encore une celle en Thaïlande en décembre. Dai Tanen. Ouais, exactement. Peut-être prolonger un peu plus la saison une fois, comme ça, puis comme ça, bien pouvoir profiter des fêtes. C'est pas mal. Ça. C'est pas mal. Il y a un projet que tu as un peu repoussé d'année en année, mais qui semble être prévu pour 2026. C'est un projet de cœur qui est le Tour des Géants. Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'appelle sur ce format? Alors, ce sera 2026 ou pas, mais en tout cas, qu'est-ce qui te fait envie sur cette distance-là et cette course en particulier? Bon, la beauté du Val d'Aoste, ça, la longueur de la course, et puis voilà, j'ignore tout sur une distance pareille, donc c'est... Explorer l'inconnu. Explorer l'inconnu, trouver Voilà, et mon sommeil, la nutrition, enfin, il y a tout à faire, il y a tout fait. La base est là, après je me dis, c'est aligner 2 ultras, donc ça me paraît pas incroyable, et puis battre leur record surtout, c'est ça qui me titille. Dernière question aujourd'hui pour toi, Jean-Philippe. C'est pas le mot de la fin, c'est le motto de la fin. Est-ce que tu as une devise ou une pensée que tu as envie de partager avec nous, qui reflète ta vision de la vie, de ta pratique? Ouais, Toi qui aimes Spinoza, c'est le moment. Non, mais ça peut être une citation de Jean-Philippe Choumi, hein, c'est très bien aussi. Ouais, parce que c'est facile de répéter. Hein. Ouais, oui. Un peu de personnalité, que diable. Ouais, puis répéter Spinoza, puis pas l'appliquer, c'est un peu facile. Hein. J'aime pas trop faire la morale. Hein. Non, mais c'est même pas être moralisateur. Quoi. Mais on parle un tout petit peu, là, je viens de dire quelque chose par rapport au temps, quoi. Et c'est vrai, ça file, et c'est facile de se dire, mais il faut profiter du moment, ça veut tellement rien dire, quoi. Mais je me rends compte quand même c'est pour ça qu'hier, j'étais bien à monter dans ces tempêtes avec mon capuchon et puis juste un podcast. Pas course épique, malheureusement. Ben alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi cette histoire? Il n'y avait pas de réseau, c'est pour ça. Ou que là, vraiment, je sais même pas si j'avais vraiment du plaisir et tout, mais je me sentais vivant, quoi. Là, vraiment à la seconde. Et je me suis dit, est-ce qu'alors vraiment, il faut sortir comme ça de son confort pour se sentir vivant et après se rendre compte, c'était beau. Donc voilà, moi j'aime vivre de cette manière et puis c'est pour ça que je sors pas aujourd'hui, il fait presque beau, donc je vais m'emmerder dehors. Donc voilà, ça serait ça, quoi. Plutôt dans cette tendance-là, quoi.
Un très bon mot de la fin. Merci beaucoup Jean-Philippe, c'est déjà la fin de cet épisode. Merci d'avoir partagé avec nous ta diag dont on sait combien elle est exigeante et livre toujours un scénario haletant. On l'a vécu une fois encore cette année. Merci très sincèrement pour ta fougue et ta force de caractère et puis le sens profond que tu t'attaches à questionner. Je trouve que tu questionnes beaucoup de choses dans ta pratique et un peu dans le sens de tout ça. Donc je trouve ça hyper intéressant et ça apporte beaucoup de matière à réflexion aussi pour nous qui t'écoutons. Voilà, merci pour tout le sens en tout cas que tu donnes à notre discipline et puis ton audace. C'était un super moment, Jean-Philippe. Merci à toi pour tes questions, la profondeur. C'était un plaisir également partagé. Ouais, c'est cool. À très bientôt sur une course. Guillaume, on se voit au Mont Blanc fin juin, je serai là. Ah, alors je m'inscris de suite. Alors, ouais. Bah, j'imagine, c'est t'attendais la confirmation, ça y est, tu peux. Salut Jean-Philippe, merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Et pour être sûr de ne manquer aucune course épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Merci encore infiniment pour votre soutien, votre fidélité et vos chaleureux messages que je lis et auxquels je réponds avec un immense plaisir. S'il vous plaît, continuez. À très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment. Et si vous voulez vibrer d'ici là avec des aventures hors du commun, courez écouter dès maintenant le podcast Aventure épique, le petit cousin de Course épique.